Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 2 avec les San Antonio Spurs. Alors, vous savez que dans cette série-là, en My League, sur NBA 2K19, avec les San Antonio Spurs, ma thématique, c'est de suivre un petit peu l'évolution de la saison NBA réelle en rapport avec ce que peuvent donner ces Spurs dans 2K. Et le point de départ de tout ça, c'était parce que il y avait ce trade de Kawhi Leonard, comme je vous ai expliqué à l'épisode précédent, et où je m'étais du coup vraiment posé des questions sur comment jouer avec eux, quoi. C'est vraiment incroyable. Et puis aussi, qu'est-ce que va donner cette équipe vraiment IRL. Donc voilà. Je vais commencer. Il y a 9 matchs joués au moment où je parle. Le bilan est de 6-3. On va déjà s'intéresser à ce qui se passe dans la NBA réelle. Alors, au jour où je parle, les Spurs, même s'ils ont perdu un match relativement à leur portée dans la nuit qui a précédé, sont à 6 victoires et 3 défaites. Ça tranche un petit peu avec le constat que j'avais fait à l'épisode 1, où ça paraissait à ce moment-là délicat et où les choses ne se passaient pas formidablement bien en ce début de saison, malgré quand même un bilan pas dégoûtant. Mais surtout, c'est moi qui parlais de mes difficultés et c'est moi aussi qui parlais des réticences que je pouvais avoir à l'égard de l'équipe et disons de ses résultats futurs ou des réticences, des craintes, appelons-les comme on veut. Alors, ce qu'on peut voir, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est que, donc, au moment où je parlais, là, dans l'épisode 1, il y avait eu 4 matchs joués. Il y en a 9 aujourd'hui. Quand je vais sur NBA.com, Last 5 games, ok. Je prends les 5 derniers matchs. Il y a un truc qui est super intéressant, c'est de voir que les Spurs, ils ont corrigé le tir. Ils sont 3e au defensive rating, ce qui est quand même pas mal du tout sur les 5 derniers matchs. Après, sur la saison, ils sont pas 3e. Sur la saison, ils sont bien moins bien situés. C'est 17e place. Mais en fait, c'est en amélioration. C'est une équipe qui est en train de trouver ses marques, de trouver ses repères, et puis aussi de trouver des ajustements. Popovic est champion en la matière, champion pour trouver des ajustements, notamment par rapport à l'absence de DeJounte Murray, qui était normalement la, la tête de proue de la défense, puisque en tant que meneur, c'est lui qui allait pouvoir donner le ton de la manière de défendre de l'équipe, et Dieu sait si son absence, elle est importante. Après, on peut voir un truc, y a dans les stats avancées comme ça, il y a des choses qui sont très très parlantes. Là encore, je vais essayer de voir un peu pourquoi, pourquoi ça marche pas. On voit quelque chose, c'est que au niveau defensive rating, donc les Spurs ils sont 17e. Au niveau offensive rating, ils sont 8e. Donc finalement, c'est une équipe qui attaque mieux qu'elle ne défend pour le moment dans ses 9 premiers matchs. Et il y a aussi, il y a plein de choses intéressantes. Mais ce qui est très intéressant, c'est de tout de suite regarder ce qu'on appelle la pace. La pace, c'est tout simplement la vitesse de jeu. C'est, par exemple, on en parle beaucoup actuellement, les Hawks, et on a beaucoup parlé ces derniers jours des Sacramento Kings, qui ont une pace très élevée. En fait, ça veut dire qu'en gros, ils jouent plus de possession. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il y a un maximum de possession jouée. L'équipe qui joue le plus de possession dans un match actuellement, c'est les Hawks, Kings, etc. Donc, c'est quoi? C'est des équipes qui shootent très rapidement. Et ben, on voit un truc intéressant, c'est qu'à ce classement de la pace, les Pacers sont derniers. Ça, c'est amusant, c'est pour le jeu de mots. Non, mais surtout, les Grizzlies, par exemple, l'avant-dernier, ça surprendra personne parce que c'est un petit peu dans l'ADN de cette équipe. Mais les Spurs sont 27e au niveau de la pace. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que, fidèle un petit peu à ce qu'on connaît des Spurs, ils ne se précipitent pas, a priori, pour shooter. En tout cas, ils se précipitent beaucoup moins qu'une équipe comme Atlanta ou comme Sacramento peut le faire, quoi.
ou même les Bucks, hein, les Bucks, c'est intéressant, grosse pace, les Bucks. Les Warriors, finalement, ils ont une pace qui est, on va dire, dans la moyenne, hein. Ces équipes-là ont des paces assez moyennes. Les Rockets, notamment, sont à l'encontre actuellement de, soi-disant, le 7 seconds de Mike D'Antoni, hein, puisqu'ils sont 20e à la pace, quoi. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui est pas... soit on n'est plus dans le même format, hein, qu'on a vu par exemple l'an dernier, soit tout simplement ils sont un peu en difficulté en ce début de saison, ou alors voilà, ils ont fait... Pour l'instant, ça se passe différemment. Donc, les Spurs, 27e pace de la NBA. Il y a un truc aussi qui est super important à essayer de voir, c'est le pourcentage de rebonds offensifs. Alors ça, c'est calculé par rapport au pourcentage de rebonds offensifs disponibles. Combien est-ce qu'ils en attrapent par rapport à ce qu'ils pourraient attraper? On voit que là, c'est très moyen. C'est 17e. Très bien. Important à avoir comme donnée. À l'opposé, vous avez des équipes comme le Heat, les Nuggets, Thunder, qui sont des très très gros preneurs de rebonds offensifs. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est pas le nombre de rebonds offensifs qui est pris, c'est bien sûr le pourcentage de rebonds offensifs pris par rapport aux rebonds disponibles. Et au niveau des rebonds défensifs, 8e, tiens, c'est quand même mieux. Donc c'est une équipe qui, quand on regarde les stats avancées, est efficace, puisqu'elle est dans le premier tiers des équipes efficaces au rebond défensif, et qui est très moyenne au niveau du rebond offensif. Bon. Ensuite, dans le pourcentage global, il n'y a rien de folichon. Forcément, vous vous retrouvez à la moitié. Donc voilà, ça c'est pas intéressant. Dans la manière de jouer, on a parlé de la pace. On a vu que l'offensive rating, donc, il est plutôt bon. Et le defensive rating, il est assez moyen. Dû, à mon avis, à ces mauvais 4 premiers matchs où les Spurs avaient encaissé près de 124 points ou 121, je sais plus, de moyenne. Là, on est sur du defensive rating qui est assez c'est en train de s'améliorer. En fait, s'ils sont sur cette dynamique-là, ça devrait continuer à grimper. Voilà. Donc, ça, c'est ce que les stats nous disent, les stats avancées. Maintenant, ça explique quoi? Analyse, interprétation, ça résulte très très bêtement de ce qui s'est passé les derniers temps. De ce qui s'est passé les derniers temps, qui est une amélioration significative, et puis avec un bilan qui est quand même plutôt correct. Donc voilà, moi j'avais de grosses réticences sur cette équipe, et finalement, elle ne commence pas si mal. Et elle semble tordre le cou aux sceptiques. Très bien, il n'y a que 9 matchs de jouer, il y en aura 82 en tout. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment, dans le jeu, est-ce que ça se traduit? Est-ce qu'il y a quelque chose de visible par rapport à ce qu'on remarque dans la NBA réelle? Ou est-ce que c'est pas le cas du tout? C'est parti. Et ça démarre avec un match où on retrouve encore les Lakers qu'on avait déjà joué précédemment. Et on avait d'ailleurs perdu assez lamentablement. Donc, voilà, c'est parti pour ce match. Alors, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que je suis resté encore avec la rotation d'origine à ce moment-là. Donc, ça veut dire starting 5 que je vais pas trop changer. Parce que j'ai vu que plusieurs fois, ils avaient fait démarrer en tout début, en tout cas, Poltel, ainsi que évidemment Bryn Forbes qui joue, qui s'affirme d'ailleurs, hein, attention, hein, il commence à s'affirmer. Sa note dans le jeu de 72 est peu en rapport avec, à mon avis, les progrès que le gars va réaliser, ou en tout cas qu'il est sur le point de réaliser. Donc, je suis sûr que quand on va démarrer bientôt des parties dans Touquet au fil du temps, vous allez voir que la note de Bryn Forbes, elle va être améliorée. Elle va être améliorée. C'est assez clair pour moi parce que en fait le mec va se développer, c'est évident. Il va avoir des grosses responsabilités. Il va pas arrêter de se développer
Puis en plus, quand on a coach Popovic comme comme mentor, comme homme aux affaires, il y a de fortes à parier que le gars fasse des progrès assez monstrueux. Popovic, c'est limite un magicien en fait. Mettez un joueur aux Spurs, sa carrière c'est pas la même s'il est jeune, s'il a été par exemple drafté là-bas ou s'il démarre là-bas. Sa carrière c'est pas la même que s'il avait démarré. On pourrait citer plein d'endroits, hein, on va pas être méchant. Donc on voit que malheureusement nous dans ce match on a pris le bouillon. On a pris le bouillon. À un moment donné, ça s'est échappé. Alors qu'on tenait, hein, on tenait le coup. Hein. Donc encore une fois, défense mais catastrophique. Il y a un pourcentage d'adresse en face, et notamment proche du cercle, mais monstrueux. De notre côté, en plus on se fait bouffer au rebond. Bref, il y a vraiment peu de motifs de satisfaction dans ce match. Alors donc je suis vraiment dans la droite, dans le droit prolongement de ce qu'on avait remarqué précédemment. Alors du coup, ça me donne envie de faire des petites modifications, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas donné trop de minutes à Forbes. Voilà, toujours Murray, White et Walker qui sont blessés. Alors Walker, c'est une arthroscopie, donc ça devrait peut-être durer que 1 mois ou 1 mois et demi. White pourrait revenir encore un peu plus rapidement, et pour DeJounte Murray, on parlerait d'éventuellement rejouer cette saison. En tout cas, certaines sources que j'ai vues disent que le mec pourrait quand même rejouer, peut-être. À voir. À voir, parce que quand même, vu la nature de la blessure, ça paraît très relativement miraculeux, mais sait-on jamais finalement. Les corps humains sont pas tous les mêmes, et la faculté de récupération après de graves incidents n'est pas la même chez chaque individu. Donc, vous voyez, j'ai donné plus de minutes à Forbes, mais je continue tout de même à faire starter les mêmes. Et en fin de match, je m'appuie là encore sur... c'est peut-être une erreur, on verra. On verra. Faudra s'adapter, mais je m'appuie sur un 5 relativement small ball, puisque en fin de match, je décale Gay au poste 4, je mets Aldridge en 5, et le back court c'est DeRozan, non même pas, DeRozan je le mets en poste 3 en plus, et le back court c'est Patty Mills et Bellinelli, parce que j'ai envie d'avoir du shoot extérieur, quoi. Voilà. Maintenant, bon, on verra. Donc ce qui se passe contre Dallas, c'est que le début de match il est plutôt propre. Voilà. Pas grand chose à redire. On est plutôt en place. On arrive à enchaîner un peu nos séquences. Défensivement en plus, on n'est pas vraiment aux abois. Et puis vous allez voir que progressivement, les Mavs, voilà, en plus on arrive à trouver des petites passes, tout ça. Ouais, un jeu plutôt correct au départ. Progressivement, les Mavs, ils vont rentrer de plus en plus. Vous avez vu la passe aveugle de Luka Doncic là à l'instant, elle était mythique. Ils vont trouver pas mal de réussite, et notamment sur un truc qui me fait vomir. Je pèse mes mots. Quand je joue, en ce moment, je suis vraiment énervé par cet aspect-là du gameplay. Cet aspect, c'est quoi? C'est la réussite insolente de l'IA sur les pull-ups. Les pull-ups en sortie de pick and roll, les pull-ups en tout ce que vous voulez. Ça m'énerve en sortie d'écran. Bon, c'est insupportable tous les pull-ups en contre-attaque. Vous pouvez y aller. Hein. Et vous voyez aussi, il m'arrive de super bien. Enfin voilà, le lancer franc, il est bien parti pour être dedans, mais non, il rentre pas. Voilà, c'est aussi ma petite tendance du moment. J'ai un peu de malchance, on va dire, au lancer franc ces jours-ci, quand je joue les matchs. Ça, c'est des trucs qui vont et qui viennent. Faut pas trop s'énerver. Alors on voit que dans cette fin de match, bon, on va en cette fin de match, n'importe quoi, en cette ce troisième quart-temps, où on va recoller quand même après des moments, un moment où on avait un peu perdu pied. Ensuite, on va
malheureusement concédé des paniers que je juge un peu trop facilement concédés. Il y avait juste à l'instant avant une pénétration qui me semblait évitable. Et puis là, ouais, c'est parti. Allez, des pull-ups, des pull-ups, des pull-ups. Après 3 quarts temps, on est sur un très petit score. Vous avez vu l'adresse à 3 points des Spurs 2/13. Et je peux vous dire une chose, c'est que j'essaye vraiment... Enfin, je ne prends pas des shoots forcés. Donc, sur, on va dire, au moins 3 quarts des shoots parmi les 13, là, 2/13, au moins 3 quarts de ces shoots-là, c'est très sincèrement du shoot ouvert. Donc bon, ben voilà. C'est à moi de progresser. Regardez à Doncic. Alors Doncic, c'est le roi du pick and roll. C'est le roi du pick and roll. C'est le roi du pull-up. Lui, shoot à mi-distance, lui, c'est sa cam. Regardez encore un, bam. C'est ficelle, hein. C'est ficelle. À tel point qu'on s'est fait, mais outscorer, mais copieux. On a pris une petite fessée. Ça me saoule de plus en plus de subir ce genre de gros éclats, quoi. Donc bon, bref. Donc grosse fessée face aux Lakers sur la fin de match, fessée face aux Mavs. Bah vous voyez, hein, pour répondre déjà par anticipation à la question que je posais en préambule, rapport entre NBA réel et Touquet. Écoutez, moi je sais pas si vous avez joué avec les Spurs, je sais pas ce que vous avez fait avec, mais pour ma part, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Alors on a quand même encore quelques matchs à jouer là, si on veut arriver jusqu'au jour où je parle. Hein. Moi je suis le lundi 5 novembre, c'est-à-dire que pour vous situer les choses, hein, la nuit dernière, quel était le match? C'était Spurs qui recevait le Magic d'Orlando et le Magic d'Orlando s'est imposé un petit peu à la surprise des gens qui suivent la NBA, hein, quand même, un petit peu surprenant. Bref, voilà. Et puis par exemple le match contre les Spurs, contre les Suns, les Spurs l'avaient gagné relativement facilement. Mais nous, rien n'est facile. Okobo 11 points, mais bien sûr tout va bien. On est à -4. On est à -4, on est toujours en format 4x5 minutes, hein, je change jamais. On est à -4 à 50 secondes de la fin, heureusement. Patty Mills arrive à trouver un peu de réussite. En fait, derrière, on se prend toujours des shoots. Je peux pas défendre ça. Je ne peux pas le défendre parce que Aldridge est sur Ayton et pour autant, la passe, elle arrive avant que je puisse réagir de quelconque manière. Donc, il y a de l'indéfendable à des moments, il y a du défendable à d'autres moments. Hein, j'en prends une part, hein, pour moi, bien sûr. Et puis, un petit peu atteint par une certaine anxiété, je me décide à aller chercher plutôt des points sur la ligne des lancers parce que j'ai de moins en moins confiance en les systèmes que je cherche à exécuter, quoi. Là, on voit que par exemple, on a réussi à arracher un stop défensif. Allez, il reste une vingtaine de secondes pour essayer d'égaliser. Regardez, ce panier est totalement suspect. Il est hyper suspect parce que moi je me disais, il y a faute. Enfin, il y a interférence, quoi. Quelque part, interférence. Mais en fait, non. Il a touché du doigt, Aldridge a touché du doigt très légèrement la balle. Regardez, c'est là. Il la touche, donc bon. Pour moi, en basket, quand on touche l'anneau et que le ballon est pas encore rentré, je suis pas arbitre, hein. Mais pour moi, ça donne pas panier, quoi. Bref, tant mieux. Allez. Puis derrière, évidemment, Devin Booker nous martyrise, temps mort. Donc ce qu'on va essayer de faire, alors que mes mecs étaient fatigués, donc j'ai effectué quelques rotations, c'est tenter... Oh là 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 là, c'est miraculeux. J'ai tenté la gagne en fait avec Bertans, mais ça a pas voulu fonctionner. Du coup, il me reste plus que le alley-oop et le miracle s'accomplit puisque on a réussi à démarquer DeRozan qui, avec un alley-oop miraculeux, va égaliser. Donc très très bien, très très bien. Ensuite, insolence en prolongation, insolence des Suns, ça va de soi. Vous allez voir, on est
essentiellement sur du tir contesté par notre... on essaie vraiment en défense de coller, on essaie d'être un petit peu pénible. Alors évidemment avec du rebond offensif, en veux-tu en voilà. Ayton, c'est chiant à jouer, franchement, je suis désolé du terme, hein, mais ça peut être comme ça à des moments. Heureusement, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et puis là, j'ai pas tenté à 3 points parce que j'avais trop peur de le rater. Je me suis dit, il vaut mieux 2 points certains que 3 points hypothétiques. Et évidemment, faute. Super. Donc, ok, parfait. Après, attention, hein, Ayton, je vais pas dire n'importe quoi. Il a l'air énorme dans la vraie vie. Donc, le mec, allez, temps mort. On est encore à 3 points derrière. Il nous faut encore un miracle. Allez, on va essayer de trouver une position. Bertans. Wouhou. Non, on est vénard. On est vénard parce que ça fait quand même 2 fois qu'on revient vraiment de l'enfer. Alors là, on arrache encore une prolongation. Alors vous voyez, j'ai fait un changement. J'ai décidé d'arrêter de jouer small ball et je me suis mis à jouer plutôt tall ball puisque j'ai mis Bertans au poste d'ailier, j'ai rentré Gasol en pivot et j'ai remis la Marcus Aldridge en 4. Et bien en fait, ça semble être plus dissuasif. Donc ça, c'est une piste à creuser pour les prochains matchs. Je crois que je vais encore devoir revoir la rotation, décidément. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Je la reverrai autant qu'il faudra, hein, parce que ce qui compte, c'est d'arriver à jouer avec cette équipe et d'arriver à être performant, disons, un minimum, quoi. En tout cas, je trouve ça vexant d'être beaucoup moins performant dans le jeu que ce que peut l'être l'équipe dans la NBA réelle, même si on a l'habitude que les Spurs sont un peu sous-évalués par NBA 2K chaque année. Depuis quelques années, je trouve que vous simulez des parties, les Spurs par exemple, alors qu'ils allaient en playoff, ils n'y allaient pas, quoi. Donc bref, cette année on sait pas trop ce que ça va donner. Donc on prend l'avantage au lancer franc par DeRozan, parce que là encore c'est mon seul refuge, c'est d'aller provoquer quelques fautes. Là on n'a pas la vitesse pour y aller, mais par contre Patty Mills, lui, il est allé se proposer dans le corner. Là c'est une avance qui commence à être intéressante. Donc on va essayer d'en tirer bénéfice, mais évidemment super contesté à l'intérieur, machin, mais les mecs ils mettent quand même leur panier très facilement. Ok, c'est pas grave, allez, on va jouer pour Bellinelli. Regardez, ce système je l'aime bien. Ce système, je trouve que au moins en voilà un qui marche bien. L'écran posé par Patty Mills a très bien fonctionné sur Devin Booker, qui n'est pas un très grand défenseur. Donc tout ça a du sens. Et derrière, il y a le contre clé de ce match, le contre de DeMar DeRozan, qui est donc quand même bien le héros. Le héros, enfin il y a plusieurs héros, il y a lui, puisqu'il y avait la claquette pour arracher la prolongation. Mine de rien, Davis Bertans a été aussi décisif. Et puis, non, après tout le monde a été bon. Tout le monde a été bon. Et ça va se terminer en fall game, sans grosse surprise. Donc voilà, on va encore renvoyer. Là, c'est DeRozan. Auparavant, on avait vu Bellinelli au lancer. Donc, en plus, on en laisse en route. Ça fait pas plaisir. Des tests ratés des lancers francs en même temps. Voilà. Qui est-ce qui aime ça? Donc voilà, on est quand même sur le point. Voilà, ça y est, c'est sécurisé. On a gagné. Mais vous voyez, il me faut une double prolongation pour battre les Suns. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner face aux Warriors? On va prendre 150 points. Et puis à la limite, l'objectif c'est pas d'être compétitif face aux Warriors. Parce que les Warriors c'est beaucoup trop fort par rapport aux Spurs. Mais je sais pas moi, d'être compétitif par rapport à Portland, de battre quand même les Lakers au moins une fois sur deux quand on les joue. Vous voyez, type de résultat plutôt en corrélation avec la réalité, quoi. Donc voilà. Et puis, on va passer aux deux derniers matchs. Non sans avoir, observé nos petites stats. On voit que par exemple, on a pris beaucoup plus de shoots extérieurs que eux. Et on a eu, en tout cas, un peu plus de réussite qu'eux. Et puis, il y a quand même un beau bilan pour DeRozan, un beau bilan pour Aldridge.
Bref, voilà. Donc ensuite, il nous reste 2 matchs. Alors je vais les simcaster parce que je suis un petit peu échaudé de subir des humiliations. Donc je vais simcast et puis dès que ce sera intéressant, eh bien je rentrerai et puis si ça l'est pas, eh bien je ne rentre pas. Alors on voit que par exemple là, bah non, il n'y a plus beaucoup d'intérêt dans ce match, et 9 points, 2 minutes. Voilà, on le gagne, donc ouf, ouf, on en prend une. Ben, finalement, est-ce que la solution serait pas que je ne joue pas les matchs avec les Spurs? On se pose la question. Dans la foulée, réception d'Orlando. Donc le match, je parle lundi 5, le match de cette nuit, hein, de la nuit qui a précédé, perdu par les Spurs. Voilà. Surprenant. Et bah tiens, ouais bah voilà. Tiens, pour une fois, on est en rapport avec la réalité, puisque on le perd aussi. C'est quand même assez désespérant, vous en conviendrez. Donc, ça nous fait un bilan au moment de se quitter à 3-6. C'est vraiment pas bon, hein. C'est vraiment pas bon du tout. Eh bien, voilà, hein, j'espère que je vais améliorer tout ça dans les temps à venir. Et puis, on se retrouvera dès qu'il y aura un peu de grain à moudre, dès qu'on aura vu un peu des choses intéressantes à signaler par rapport aux Spurs dans leur saison réelle en NBA. Je vous dis à très très bientôt. On va continuer à être bien attentif à tout ce qui se passe. Je vous dis à très très bientôt. Amusez-vous tous. Bye bye.